Bonjour, je suis Dr. Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans la Conversation Psy, une série dans laquelle je reçois un invité et on va échanger sur notre vision de la profession d'aide. Et aujourd'hui, je vous cède la parole, cher invité. Qui êtes-vous? Salut, mon nom c'est François Renaud, je suis sexologue et psychothérapeute à Montréal. Donc, je pratique en fait là, depuis les années 2012. Je me suis spécialisé là, principalement avec les couples, mais je fais aussi là, de la thérapie individuelle. Puis dans le fond, une de mes spécialités, c'est vraiment le désir sexuel, l'intimité, la satisfaction sexuelle, avec lequel là, je me spécialise de plus en plus là, dans les dernières années. Puis dans l'année et demie, je suis devenu aussi en fait le directeur clinique là, euh, de ma clinique où en fait, il y a d'autres sexologues là, qui travaillent à la clinique là, pour moi. OK. Donc, au cours de cet échange, il est possible qu'il y ait des gens qui se joignent dans le live. Et s'ils posent des questions dans le chat, on va les lire et vous mentionner quelles sont les questions pour pouvoir nourrir l'échange. Normalement, on se prévoit un délai d'environ 30 minutes. Et au montage, ça devrait être autour de ça. Bref, on va essayer de mettre le contenu le plus cohérent possible pour vous. Donc, si je comprends bien, le sexologue, qui était ton titre médiatique, est en train de devenir les sexologues. Oui, effectivement, tout à fait. La raison pourquoi j'avais choisi le sexologue, c'est que sexologue.ca était déjà pris. Donc, j'ai décidé de mettre en fait tout simplement un déterminant avant le sexologue, mais c'est comme un peu devenu mon branding avec le temps là, Oui. d'appeler ça le sexologue. Puis effectivement, c'est en train de devenir là, les sexologues là, en Oui. rajoutant justement une équipe là, à ma clinique. Moi, ça fait déjà quelques années que je te suis sur YouTube. J'adore ta chaîne. C'est une des ressources que je donne à mes clients pour les éduquer sur différentes composantes en sexologie, comme par exemple la routine qui tue, puis les éléments d'intimité sexuelle. Je trouve ça très intéressant, les vidéos que tu as offertes aux gens. Et d'ailleurs, les gens qui se questionnent à savoir quel est le contenu web, l'ensemble des informations pour rejoindre François se trouve en vidéo description, à la fois le Facebook, le site web et la chaîne YouTube, les numéros de téléphone aussi. Qu'est-ce qui a conduit finalement à ce que tu fasses des vidéos et que tu paraisses dans les médias? Ben, je trouvais ça pertinent de plus en plus de sortir justement peut-être un peu là, du bureau puis du un à un, justement, où comment est-ce qu'on peut aider plus globalement les gens. Puis, tu sais, nos services, c'est pas juste de la thérapie, on peut vraiment aller beaucoup plus large où ce qu'on fait, de l'éducation sexuelle. Puis, je voulais aussi offrir, en fait, tu sais, on parle beaucoup d'éducation sexuelle dernièrement dans les écoles, pour les jeunes, pour les adolescents. Puis c'est pour ça que moi, j'ai appelé en fait ma série Éducation sensuelle et érotique parce que je veux aller comme une coche plus loin, puis pour les adultes en fait. Où ce que notre éducation sexuelle, notre maturité sexuelle, ça se termine pas là après les cours du secondaire à 16 ans. C'est quelque chose qui est en développement perpétuel. Puis dans le fond, c'était pour donner des ressources à des adultes qui sont plus spécifiquement dans des relations à long terme. Donc, maintenant, ils ont accès justement à ces informations-là plus facilement sans peut-être devoir aller consulter là, un sexologue ou sexologue psychothérapeute vraiment dans un bureau privé. Là, ils ont comme une panoplie d'informations de cette façon-là. Est-ce il y a une différence entre les sexologues psychothérapeutes et sexologues sans l'accréditation de psychothérapeute? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est quoi? Donc, la différence, c'est que le sexologue, en fait, va avoir un baccalauréat en sexologie. Okay. Pour avoir le permis de psychothérapeute, ce qui est comme un deuxième titre qu'on doit aller chercher, il faut avoir la maîtrise clinique. Ah, Donc, on a notre ordre professionnel à nous autres. On va chercher en fait le permis de sexologue et une fois qu'on a gradué de la maîtrise clinique, là, on peut aller à l'ordre des psychologues chercher en fait un permis de psychothérapeute qui nous permet en fait de pratiquer de la psychothérapie au même titre qu'un psychologue ou un travailleur social et psychothérapeute, thérapeute conjugale, etc. Sauf que nous, notre spécialité, c'est plus la sexualité. Donc, par exemple, moi, je ne pourrais pas diagnostiquer de la dépression, des troubles anxieux, tout comme un psychologue peut le faire. Par contre, moi, je peux évaluer les troubles sexuels. Donc, dysfonction érectile, troubles du désir sexuel, anorgasmie, éjaculation rapide. Donc, ça, c'est comme, entre guillemets, les diagnostics que moi, je peux
évaluer. Donc, mon ordre me donne aussi une attestation d'évaluation des troubles sexuels qui me différencie du sexologue qui n'a pas le permis de psychothérapeute ou une maîtrise. OK. Et je crois aussi que tu n'évalues pas seulement des problématiques, tu évalues aussi des questionnements pour l'identité de genre. Oui, tout à fait. C'est une autre spécialité que j'ai où des personnes qui se questionnent sur leur identité de genre, par exemple, quelqu'un qui est un homme qui se sent femme ou une femme qui se sent homme, des gens qui se questionnent sur ce qu'on appelle là, communément la non-binarité, être queer. Donc, il y a une panoplie là, de différents titres ou associations qu'on peut avoir par rapport à ça. Puis moi, en fait, les gens qui voudraient faire une transition, ben je peux, par exemple, écrire une lettre recommandant, en fait, la transition, donc qui permet d'avoir accès aux hormones et éventuellement avoir accès, là, suite à une deuxième évaluation, à la chirurgie génitale ou une mastectomie. C'est quoi les grandes étapes de cette évaluation-là en particulier? Parce que je suis convaincu que l'auditoire doit trouver ça très mystérieux, ce processus d'évaluation-là pour avoir une conversion. Bien, en fait, on avait tendance à avoir une approche beaucoup plus ce qu'on appelle gatekeeper, où ce que c'était avant le thérapeute qui décidait si la personne pouvait ou pas faire la transition. Tandis qu'aujourd'hui, la perspective a beaucoup plus changé, où ce qu'on est plus là comme étant des facilitants ou des facilitateurs, en fait, à la transition. Donc, on évalue effectivement est-ce que cette personne-là a une dysphorie de genre. Donc, est-ce que la personne, par exemple, a depuis longtemps le sentiment d'être du sexe opposé, veut se faire traiter selon les normes du sexe opposé, veut s'habiller, veut se présenter du sexe opposé. Donc, il y a des critères spécifiques qu'il faut évaluer. Puis, il faut s'assurer, dans le fond, que cette personne-là a la capacité de consentir à un traitement médical. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas les capacités à consentir à ça, ben, on pourrait malheureusement pas faire la transition. Du moins, il faudrait qu'il y ait des enjeux éthiques là, qu'il faudrait qu'ils soient regardés plus en profondeur. Mais ce sont principalement les critères qu'il faut regarder. Donc, est-ce que la personne a une dysphorie de genre? Puis, est-ce que la personne est en capacité de consentir de façon libre et éclairée? Puis, est-ce qu'elle a aussi présentement la stabilité émotionnelle et la capacité de gérer tout ce qui vient avec la transition? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de transphobie, de discrimination envers la communauté trans. Donc, il faut s'assurer que cette personne-là est capable de faire face à cette réalité-là, puis aussi d'avoir des attentes réalistes, puis ne pas avoir des attentes irréalistes, puis là, être très déçu, en fait, là, du résultat final. Là. Est-ce que c'est une évaluation qui perdure dans le temps? Est-ce que vous avez un délai de prescription à passer à travers? Il n'y a pas nécessairement un délai comme tel, mais généralement, ça peut prendre entre 2 et 3 rencontres là, pour faire l'évaluation d'une dysphorie de genre et tous les éléments là, que j'ai parlé là, précédemment. OK. Puis est-ce qu'il y a une collaboration ou un suivi qui est fait avec les médecins qui vont peut-être aller vers la chirurgie ou seulement qui ont besoin de la lettre médicale? Une fois que la lettre médicale ou la lettre de recommandation, là, ensuite, ça va directement à l'endocrinologue qui, lui, en fait, là, va faire un suivi plus médical au niveau des hormones. Mais comme tel, il n'y a pas nécessairement là, de communication ou tout dépendant du cas, en fait. Là, un cas qui va être plus simple, on va être un peu tous indépendants par rapport à ça. Mais un cas qui pourrait peut-être être plus complexe, comme par exemple quelqu'un qui aurait vécu beaucoup de traumatisme, quelqu'un, par exemple, qui aurait vécu beaucoup de discrimination, qui a été peut-être renié par la famille, qui a été excommunié même de sa communauté, ben, souvent, il va peut-être avoir un suivi plus serré entre les professionnels pour s'assurer effectivement que post, pré et pendant l'opération, là, il n'y a pas des complications qui peuvent se présenter parce que si, par exemple, tu as un choc post-traumatique d'abus physiques ou quelque chose du genre pendant une chirurgie, ça peut se présenter là, quand on est un peu dans les vapes des médicaments, de l'anesthésie, on peut avoir des flashbacks. Donc, il faut s'assurer que cette personne-là a bien en fait traité là, les difficultés qui pourraient surmonter pendant ou après la chirurgie. OK. Mais sur un plan plus personnel, parce que tout à l'heure, tu as mentionné baccalauréat, maîtrise, et que toi, tu as choisi le chemin de faire une maîtrise, si je comprends bien? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers la sexologie?
Ben, en fait, moi, quand j'étais au cégep, je suis allé voir un orienteur, en fait, un conseiller d'orientation. Puis, suite à avoir fait un examen ou un test d'aptitude ou quelque chose dans ce genre-là, ça m'a pointé vers, en fait, le baccalauréat en sexologie. Puis, j'avais quand même déjà plusieurs connaissances. J'avais une curiosité, même en tant qu'adolescent, d'aller chercher de l'information éducative sur la sexualité. J'étais déjà un peu forme de consultant même, des fois pour mes amis sur la sexualité. Puis avec justement cette rencontre-là avec le conseiller d'orientation, mais ça m'a ouvert la porte à la sexologie que je connaissais plus ou moins. Puis en regardant le programme, tout ça, ben, je suis vraiment tombé en amour là, avec le programme. Puis je suis devenu sexologue là, par la suite de ça. OK. Y a-t-il un gros ratio d'étudiants masculins dans ces cohortes-là? Non, on est plutôt, comme j'imagine un peu les psychologues, limités en fait d'hommes. C'était le contraire au début. Là. Avant, il y avait majoritairement des hommes dans les années 1970 quand ça l'a originalement ouvert. Mais comme toute la majorité des professions de relations d'aide ou d'aide, c'est devenu de plus en plus féminisé. Puis aussi, l'accès à l'université était beaucoup plus facile pour les femmes aussi. Puis il y a plus de femmes maintenant qu'il y en avait dans le passé. Là. Fait que ce programme-là a suivi la tendance générale là, de beaucoup de programmes dans le domaine similaire. Là. Moi, dans ma cohorte de doctorat, sur les 33 inscrits, je crois, on était 9 gars. Et ça a été rarement vu, ça. 9 Ah gars oui, OK. sur 33. Ouais, nous autres, dans notre cohorte de maîtrise, je pense qu'on était 20 ou 23, puis on était 3 gars. C'était beaucoup. Oui. Et donc, à travers ta formation, tu en es venu à développer différents thèmes que tu privilégies ou avec lesquels tu es plus intéressé à travailler. Qu'est-ce qui fait que le moment donné, tu as fait le saut sur en faire la promotion médiatique? Il y a des vidéos, des blogs, des présences à la télé ou à la radio? Bien, comme c'est un sujet qui, moi, m'a toujours très intéressé, c'est certain que pour moi, une idée qui te passionne, bien, ça se transmet aussi beaucoup plus facilement. Ça devient beaucoup plus intéressant aussi pour l'audience qui le reçoit. Puis, nécessairement voulant un peu attirer peut-être ce genre de clientèle-là aussi, bien, j'ai poussé davantage là, dans ce sens-là. Fait que j'ai commencé à faire des blogs, des vidéos. Fait que ça a commencé vraiment à m'amener la clientèle que je souhaite vouloir, puis avec laquelle je voulais me spécialiser. Puis ça a effectivement ça a porté fruit. Puis là, j'ai vraiment la clientèle que j'aime bien, qui est vraiment les couples. Puis tout ce qui touche justement le désir sexuel, l'intimité, la satisfaction. Puis de plus en plus, là, je me spécialise au niveau des couples ouverts. J'ai fait justement là, une chronique en décembre ou début janvier sur le couple ouvert là, avec Catherine Perrin à Radio-Canada. Fait que de plus en plus, j'ai aussi là, cette spécialité-là que je développe de plus en plus là, au niveau de l'ouverture de couple. Mm-hmm. Les couples ouverts, ça, c'est pas ceux qui veulent être infidèles, mais qui l'assument? Non. C'est des grands mythes moi, que j'entends parfois quand je reçois des couples. Lorsque je leur soulève la question de dire mais pourquoi ne pas envisager cette option-là ou discuter de cette option-là? Mais il arrive où c'est forcé, le sujet est amené par l'un des deux, mais le couple est en crise. Et moi, j'ai pas l'impression que couple ouvert est un bon moment lorsque le couple est en crise. Peut-être lorsque le couple va bien, donner de la diversité. Mais l'ouverture de couple, ça peut être vu comme une façon d'expérimenter quelque chose. Ça peut être vu comme un mode de vie aussi. Oui. Mais voir ça comme une solution à des problèmes qu'on retrouve typiquement dans les couples monogames, il faut faire attention. Mm-hmm. Parce que ouvrir son couple ou devenir polyamoureux, ça l'amène d'autres enjeux. Donc, si tu es déjà en crise, si tu n'es pas capable de gérer la crise qu'il y a présentement dans la relation, tu risques d'avoir de la difficulté à gérer la nouvelle crise ou les enjeux qui vont jouer par rapport à ça. Fait que tu fais juste un peu déplacer le problème ailleurs, mais tu vas te retrouver à avoir probablement les mêmes problèmes à ce niveau-là. Ouais. Il y en a des fois que ça a effectivement sauvé leur couple parce qu'il y avait peut-être fondamentalement chez un ou les deux partenaires ce désir-là, en fait, d'ouvrir la relation. Et le problème, c'est qu'ils se sentaient un peu emboîtés dans la monogamie, puis ils n'ont jamais peut-être osé parler de l'ouverture, puis en fait, c'est que ça devient leur mode de vie. Mais des fois, si c'est juste pour pallier à, par exemple, une différence de désir, là, des fois, il faut peut-être prendre plus le temps d'évaluer avez-vous bien géré la différence ou là, vous êtes juste en train peut-être d'aller dans une forme d'évitement de la situation. Ouais. Il y a toutes sortes d'ouvertures aussi.
Peut-être que je me souviens mal du titre. C'est pas notolisme, le fait d'exposer son partenaire à d'autres personnes? Peut-être, c'est pas un terme là, que je suis familier avec, du moins celui-là, là, mais typiquement, les ouvertures qu'on peut retrouver, c'est soit une ouverture de couple ou ce que c'est purement sexuel. Il y a du polyamour où ce que là, vraiment, on investit plus dans une relation amoureuse, où ce que là, tu peux avoir des partenaires primaires ou avoir comme une forme où il n'y a pas de hiérarchie entre les partenaires. C'est ce qu'on appelle en fait là, un polyamour anarchique, là, où il n'y a pas de couple les deux, entre guillemets. Tu as l'échangisme aussi, qui est une autre forme d'ouverture, puis les triolismes, là, ou plus communément appelés là, les tripes à trois, où ce que là, vraiment, la personne, elle est inclue là, dans le couple comme tel, mais c'est une forme d'ouverture de couple. Mhm. Et pour pouvoir garder une espèce de cohésion et d'intimité dans le couple ou entre les partenaires qui sont consentants, tu m'as mentionné que tu travaillais une espèce de concept qui s'appelait le mind mapping, je crois. Oui. Peux-tu développer sur ça dessus? Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc, le mind mapping, en fait, c'est quelque chose que tout le monde fait constamment. C'est pas quelque chose qu'on choisit ou on ne choisit pas de faire, c'est que ton cerveau, de façon naturelle, en fait, fait ça. Puis c'est notre capacité, en fait, à avoir de l'empathie. Donc, tout le monde, en fait, a de l'empathie. Tout le monde est capable de lire une émotion, percevoir un état émotif chez une autre personne et déterminer un peu le processus de pensée de cette personne-là. Donc, quand je rentre dans une pièce, par exemple, puis supposons que je rentre, je ne sais pas moi, dans un party de famille, je suis capable de lire un peu la vibe de la pièce. Mm-hmm. Je suis capable de savoir est-ce qu'on est en train d'avoir du fun en ce moment, est-ce qu'il y a un malaise qui s'est comme installé puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je suis capable de sentir que c'est un peu malaisant, etc. C'est comme ça aussi qu'on se séduit. Donc, si je te fais des beaux yeux puis je joue avec mes cheveux, tu es capable de comprendre que je suis probablement intéressé envers toi. Ça, c'est Quoique du mind le mapping. jouage dans les cheveux, c'est pas universellement un signe d'intérêt, hein? Oui, tout à fait. Mais il y a quand même des codes comme ça qu'on peut ramasser. Puis c'est ça la différence entre le mind mapping puis lire dans les pensées, c'est pas les mêmes choses. Okay. Le mind mapping, c'est que tu as comme une forme de cartographie de l'émotion et des pensées de l'autre. Et ça ne veut pas dire que tu as nécessairement, tu n'entends pas les pensées ou l'émotion de l'autre. Mm-hmm. Mais tu peux avoir une très bonne idée de qu'est-ce que l'autre peut ressentir à ce moment-là. Donc, pendant, par exemple, une relation sexuelle, je suis en train de mind mapper mon partenaire. Je suis capable de savoir si ce que je fais est plaisant ou pas plaisant, si ça te fait mal ou tu t'emmerdes. Donc, puis sans que tu aies besoin de verbalement me le dire, je suis capable de sentir si tu as un désir puis ça te tente ou en ce moment, tu te forces un peu puis tu le fais un peu pour moi. T'sais. Je peux sentir aussi si tu es bien nerveux, que tu as de l'anxiété de performance ou tu évites le regard ou tu es mal à l'aise avec ton corps. Donc, c'est toutes des choses qu'on va percevoir sans nécessairement devoir le verbaliser comme tel. Et pourquoi tu appelles ça mind mapping et non pas cartographie psycho-émotionnelle? C'est vraiment trop long à dire. C'est la loi 101? Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une terminologie, en fait, que je n'ai pas moi-même déterminée. Là. Ça vient d'une approche, en fait, des États-Unis. Okay. Puis, la terminologie francophone est comme un peu long à dire à chaque fois. Fait que pour comme rétrécir plus facilement le mind mapping, ça passe plus facilement là, quand je l'explique. OK. Puis, lorsque tu l'enseignes aux gens, est-ce qu'il y a des gens qui vont en développer une espèce de perfectionnisme extrême là, pour se mettre de la performance de « je devrais pouvoir lire ce que l'autre ressent » ou là, je n'y arrive pas à saisir ce que l'autre veut ou s'il fait du… Je peux pas dire que ça m'est déjà arrivé parce que la manière que je le présente, c'est que c'est pas tant une habileté à développer, c'est une habileté qui est déjà là. Puis je te dirais que la majorité du temps, les gens, c'est pas qu'ils veulent l'avoir, ils veulent faire semblant qu'ils l'ont pas. Mais ils ressentent des choses, sont aware de ce qui se passe, mais ils le mettent de côté. Oui, mais ils veulent faire comme semblant qu'ils sont pas aware. Tu sais, par exemple, moi, j'ai souvent des couples que, suite à plusieurs années ou difficultés au niveau du désir sexuel, ils vont commencer à avoir ce qu'on appelle du sexe par pitié. Ouais. Donc, le partenaire qui a moins de désir offre une sexualité ou des relations sexuelles que lui ou elle ne veut pas avoir. Mm-hmm. Mais pour
maintenir le couple intact ou limiter en fait les dégâts ou les conflits, on va offrir cette sexualité-là. Puis le partenaire qui a plus de désir, qui accepte ce genre de sexualité-là, mais il mind map que c'est du sexe par pitié. Mais ça paraît pas très bien dire à son partenaire « Je prends la sexualité que tu es prêt à m'offrir, je sais que tu n'as pas nécessairement du fun, mais je vais quand même le prendre. » Ouais. Fait que quand tu rentres dans cette dynamique-là, tu préfères faire comme « Je le savais pas. Je ne savais pas que ça ne tentait pas trop. » Tu sais. Tu penses que les gens choisissent dans une équation, là, c'est moins dérangeant si je ne parle pas de ce sujet tabou-là, là, du pseudo-consentement ou du consentement utilitaire? Oui, exactement. Voilà. Je pense que tu le nommes bien. Effectivement, le sexe par pitié touche beaucoup le consentement. Puis comment, effectivement, oui, tu m'as peut-être dit oui, mais tu m'as dit comme OK. Et c'est pour ça que la question du consentement, moi, me semble importante à continuer de réfléchir parce que même si c'est une des meilleures options qu'on a pour rapprocher les gens sur le plan de l'intimité et de la sexualité, ça me semble une notion qui peut comporter des failles quand même. Parce qu'on peut donner notre consentement, mais sous pression parfois. Oui. Puis c'est un peu là où je te dirais que le mind mapping rentre en ligne de compte. Que la personne qui met la pression, elle sait qu'elle met de la pression. Donc, quand tu es dans une relation puis tu réalises justement que ton partenaire, que ce soit une femme ou un homme, puis je te dirais que les deux sexes le font là, dans des couples hétérosexuels, puis que je retrouve la même dynamique dans des couples lesbiennes et homosexuels entre hommes aussi, où des fois, on le sait que le consentement, il n'est pas vraiment là, mais on veut quand même avoir la sexualité, puis c'est ça qui continue et qui détruit davantage la relation et la sexualité avec les mois et les années qui avancent dans ce genre de dynamique-là. Le décalage sexuel entre les partenaires, lorsque les deux sont très différents, est-ce que toi, tu as une piste que tu présentes aux gens pour essayer de réconcilier la chose ou de favoriser un rapprochement? Je ne sais pas c'est quoi ton optique par rapport à ça, le décalage? Bien, je te dirais que pour moi, c'est rare que je travaille avec vraiment comme ce qu'on appelle un trouble de désir sexuel, dans le sens où c'est rare que j'identifie la personne qui a moins de désir comme étant la personne à avoir plus de désir, ou même la personne qui en a plus comme étant celle qui devrait diminuer son désir. Souvent, ce qui se présente généralement, c'est que au début de la relation, la différence ne se fait pas tant ressentir. Avec la progression de la relation, là, il y a des non puis des refus qui se font de plus en plus pour toutes sortes de raisons du genre conflits, différences, etc. Mais c'est souvent comment les gens ont géré les refus. Comment on s'est senti qu'on n'avait pas le droit de dire non. Comment l'autre ne nous donnait pas tant la permission de dire non qu'on n'a jamais été forcé physiquement. Mais l'attitude de l'autre a tellement mis d'une pression qu'on s'est senti obligé de le faire. Donc, c'est de tout déconstruire, en fait, comment les gens, eux, ont construit cette dynamique-là de comment est-ce que je peux exprimer mon désir et comment est-ce que je peux exprimer mon refus ou mon non-désir. Mais comment tu favorises un rapprochement lorsqu'il y a un décalage? Mettons, il y en a un qui n'en a pas beaucoup, puis il y en a un qui en a beaucoup de désirs. Ou les deux ont des désirs différents? Est-ce que tu fais comme dans le style ou dans les pratiques sexuelles? Mm-hmm. Est-ce que tu as des recommandations ou des guidelines pour rallumer le désir l'un vers l'autre alors qu'il y a des trajectoires différentes? OK. Bien, je te dirais que tu as posé deux questions parce que c'est quand même deux sujets différents entre la fréquence et le style sexuel qu'on peut avoir. Si je te dirais plus au niveau de la fréquence, souvent la fréquence, elle est beaucoup plus énorme en perception qu'elle est réellement dans la réalité. Ou ce que souvent le partenaire qui en a plus va commencer à en demander lundi pour en avoir vendredi. Donc, il va dire lundi, je peux t'en avoir. Mardi, je peux t'en avoir. Mercredi, je peux t'en avoir. Jeudi, je peux t'en avoir. Puis là, on va en avoir vendredi. Mais en voulais-tu vraiment tout ce temps-là? Probablement pas ou généralement pas tant que ça. Mais comme il n'y en a pas eu lundi, mardi, mercredi, jeudi, ben, tu as l'impression qu'il en veut tout le temps. Fait que ça l'agrandit beaucoup, en fait, la perception de la différence. Le partenaire aussi qui en veut moins, plus elle ou lui se sent comme achalé ou envahi ou gère mal la pression de répondre à ce désir-là, plus son désir à elle ou lui diminue aussi. Ou ce que ça ne devient plus un désir vers l'autre, ça devient plus un « je vais répondre au désir de l'autre ». C'est plus un désir partagé.
Fait que déjà de commencer à regarder comment est-ce qu'on gère cette différence-là, quelle attitude chaque partenaire a quand on a une expression de désir et comment on exprime aussi le non-désir. Est-ce que, par exemple, je mets un effort quand je tente de séduire mon partenaire ou je fais juste demander à l'autre pour du sexe? Et oui. Est-ce que j'ai tenté de me montrer désirable? Est-ce que j'ai tenté de faire ressortir justement une forme d'assertivité sexuelle, ma masculinité, ma féminité, ou est-ce que je fais juste cogner à la porte de l'autre et je suis dans la demande plutôt que l'offre? Ouais. La personne qui reçoit l'expression du désir, est-ce que cette personne-là prend le temps d'être ouverte à la demande ou à l'offre? Ou est-ce qu'il y a une fermeture immédiate de bien, si ça ne me tente pas là, maintenant, je vais dire non tout de suite. Plutôt que est-ce que je pourrais peut-être me mettre dans le mood? Est-ce que ça pourrait, en embrassant l'autre, en me caressant, en faisant des petits regards, en ayant du langage corporel plus sexuel, je pourrais me sentir, moi, désirable, désiré et désirante ou désirant envers l'autre. Mais souvent, c'est ça qui se crée. C'est qu'il y en a un qui se ferme constamment, puis l'autre qui devient hyper achalant. Et moi, c'est pour ça que dans ma pratique, j'essaie de ne pas faire de sacrifices aux partenaires. Parce que bien souvent, il y en a un qui va dire, quand il y a un écart, je constate souvent qu'il y en a un qui dit, ben, tu as juste à vouloir plus souvent. Et l'autre dit, ben, tu as juste à me le demander moins souvent. Puis là, s'ils s'entendent là-dessus, ils ont sacrifié leur intégrité. Genre, dans le sens, il y a quelqu'un qui est abusé un peu, puis l'autre qui a sacrifié son désir sexuel, qui est un peu frustré parce qu'il n'a pas autant qu'il voulait. Fait que ça donne deux personnes qui vont se rencontrer, mais dans une blessure, dans de la souffrance. Exactement. Donc, moi, une des priorités que j'amène dans mes thérapies, c'est maintenez votre intégrité. Ne faites pas de compromis. C'est souvent quelque chose qu'on entend dans, entre guillemets, la psychopop. Faites des compromis. Être en relation, c'est faire des compromis. C'est la pire chose que tu peux faire dans une relation long terme. Puis moi, je le compare souvent à, mettre de l'eau dans son vin. Mais mettre de l'eau dans son vin, quand ça fait 10, 15 ans que tu mets de l'eau dans ton vin, tu n'en as plus de vin ou il n'est pas très bon. Ça goûte dégueulasse de l'eau dans du vin. Exactement. Déjà là, juste en mettre, c'est pas bon. Continue à en mettre, tu n'en auras plus, en fait. Fait que moi, le compromis, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est se compromettre. Donc, tu n'en retires pas une satisfaction réelle de la situation. Par contre, ça ne nécessite pas que tu aies aucune flexibilité par rapport à tes principes, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes agissements. Donc, oui, il y a des choses qu'on peut être solide, mais il faut aussi être capable d'avoir une certaine flexibilité et pas être non plus dans une hyper-rigidité. Mais ça ne nécessite pas de se compromettre en tant que personne dans la relation. C'est pour ça que moi, je leur dis aux gens de développer l'élément d'empathie. Parce que ma définition que je leur présente de l'empathie, c'est la place que j'ai pour l'autre à l'intérieur de moi. Et avec la représentation de ce que j'ai de l'autre, mettons, je comprends les besoins de l'autre, je ressens qu'est-ce que lui, il feel, s'il se sent bien ou pas. Puis avec cette compréhension-là, je vais pouvoir négocier quelque chose. Pas négocier sacrifice avec l'autre. Je vais négocier empathiquement. L'autre, c'est-tu vrai qui est important pour moi? Est-ce que cette relation-là est importante? Puis ça m'amène, moi, à la question de la responsabilité sur le désir et le plaisir. Parce que chacun a leur part de responsabilité pour former l'union. Oui. J'ai été très, très surpris de voir la semaine dernière un texte qui a été publié en ligne dans lequel il y avait une journaliste qui mentionnait qu'il y avait un de ses clients, lorsqu'elle était prostituée, qui lui avait donné un orgasme. Puis elle disait, ah, « Wow, tu m'as vraiment donné un orgasme. » Ça me semblait être un peu extrême, moi, comme position, s'il y a quelqu'un d'autre qui donne un orgasme. Ça me semble être plutôt de nature partagée, un orgasme. Oui, mais tu vois, moi, c'est souvent ça que j'amène, qu'en réalité, la personne qui se donne un orgasme ou qui donne un orgasme, c'est à lui-même ou à elle-même. L'autre va accompagner, puis même l'autre n'est pas nécessairement obligatoire pour avoir l'orgasme. Mais si moi, je tente de donner un orgasme à mon ou ma partenaire, mais que l'autre est aucunement apte à recevoir la stimulation ou le plaisir, je travaille un peu dans le beurre. Ouais. Fait que la réelle personne qui se donne un orgasme, c'est la personne qui le reçoit en réalité. Elle permet à l'autre de l'accompagner, mais si l'accompagnement n'est pas voulu, tu t'en vas un peu nulle part. C'est vrai. Puis souvent, les gens, ce qu'ils donnent en réalité, c'est pas un orgasme, c'est plus un propre flattage de leur ego, en fait. C'est je veux me sentir compétent. C'est pas altruiste de donner un orgasme la majorité du temps. C'est je veux te donner un orgasme pour que moi, je me sente compétent dans mes
habiletés sexuelles. Puis ça, c'est un autre enjeu qui sort justement dans les couples à long terme qui ont des troubles sexuels, c'est qu'à un moment donné, tu commences à sentir ça chez ton partenaire. C'est plus tant dans le plaisir, c'est dans, il faut juste que je te rassure et que je te valorise dans tes compétences. Puis moindrement que tu ne sens pas ça, ben on commence à chicaner ou la vibe sexuelle ne fonctionne plus. Mais tu as une vidéo d'ailleurs qui parle de ça via l'orgasme, je crois, hein, sur l'élément de non, ça ne vient plus exactement dans le détail, mais il me semble que ça touchait l'enjeu de ne pas mettre de la pression sur l'atteinte de l'orgasme comme un objectif en soi de la relation. Oui, effectivement. Les gens, souvent, leur critère de satisfaction sexuelle, c'est est-ce qu'on a des orgasmes? Puis souvent, dans mon bureau, c'est ce que je vais avoir. Je vais leur demander, pouvez-vous me décrire qu'est-ce qui fait qu'une relation sexuelle, c'est satisfaisant? Puis typiquement, la réponse que je vais avoir, c'est on a tous les deux des orgasmes, donc on est satisfait. Là, ma réponse à ça, c'est un orgasme, ça dure 6 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé avant pendant 10, 15, 20 minutes? Ça, c'était-tu le fun? Puis souvent, quand tu commences vraiment à poser les questions de qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens avant l'orgasme, c'est pas si intéressant que ça. Ils sont soit très anxieux, soit qu'ils trouvent ça long, soit qu'ils trouvent ça un peu redondant et routinier, mécanique, etc. Mais parce qu'ils ont eu leurs 6 secondes de gloire à la fin, partagées ou non, ben c'est un succès. Fait que moi, je parle beaucoup plus de présence sexuelle que de performance sexuelle, ou ce que plutôt que d'être axé sur des objectifs quantifiables, c'est comment est-ce que tu peux te sentir connecté avec ton partenaire. C'est ici, en fait, justement, si je reviens à mon mind mapping, c'est comme ça qu'on est capable d'être connecté. C'est à travers le mind mapping. Qu'est-ce que je ressens de l'autre? Est-ce que moi, je prends plaisir à ce que je fais ou je fais juste stimuler l'autre pour recevoir la réponse physiologique que je cherche à avoir, qui est l'orgasme? Ou est-ce que quand je liche la vulve de ma partenaire ou j'embrasse les lèvres de l'autre ou quand l'autre me caresse les cheveux, est-ce que je suis vraiment attentionné au plaisir que ça me procure ou je suis juste tout le temps en train de gager est-ce que l'autre est assez excité en ce moment? Est-ce que l'autre est assez excité? Est-ce que moi, je suis assez excité? Est-ce que je vais arriver à mon orgasme trop rapidement? Fait que là, on commence à être beaucoup dans les aspects techniques, les aspects physiologiques, mais tout l'aspect relationnel, l'aspect psychologique, émotionnel prend le bord. Quand en réalité, c'est exactement ce que les gens ont de besoin pour maintenir un désir sexuel à long terme. OK. Bien, étant donné qu'on évolue dans le temps, est-ce qu'il y a des choses sur ta pratique que tu aimerais avoir le temps de mentionner qu'on n'a pas eu le temps jusqu'à maintenant? Bien, je continuerai peut-être un peu sur qu'est-ce que j'étais en train de dire par rapport à justement la présence sexuelle. Oui. C'est que souvent, en fait, être présent sexuellement, c'est un beau terme qui semble bien romantique puis bien le fun à faire. Mais pour bien des gens, une fois qu'ils y accèdent, ils ont de la misère à le tolérer ou le maintenir. Oui. Ou ce que l'intensité émotionnelle qu'on a à ce moment-là, il est tellement fort, malgré que très agréable, difficilement tolérable en même temps. C'est que la présence est difficile. On va rencontrer pas seulement des choses agréables dans la présence. Là. Tout à fait. Exactement. Donc, les gens, souvent, ils trouvent ça plus facile être dans une performance et même une anxiété de performance qu'être dans une anxiété de présence sexuelle. Parce que ça se tolère mieux, en fait. Mais ils sont beaucoup plus habitués, majoritairement. Oui, puis c'est ce qu'on... survie. Oui, puis c'est ce qu'on éduque aussi. C'est l'éducation sexuelle qu'on a. C'est ça qu'on présente. Puis oui, des fois, on a des discours d'être en relation, en communion avec son partenaire sexuel, mais le comment réellement faire ça, c'est pas évident. En effet. Il faut pouvoir se déposer une partie de notre attention pour soi-même, pas seulement au partenaire. Moi, c'est ce que j'enseigne aux gens dans le cadre des rencontres, c'est de partager ou d'alterner leur attention entre ce qui se passe autour et ce qui se passe en dedans. C'est aussi riche qu'est-ce qui se passe à l'intérieur que qu'est-ce qui se passe autour. Mais si je n'ai jamais entendu parler de ce qui se passe en dedans et que je suis toujours stressé en mode survie, ben je peux pas développer une capacité de contact intime avec l'autre. Donc, les rapports sont toujours superficiels, utilitaires. Puis, exactement. Aux Olympiques, là, ils sont bien beaux, hein? Ils n'ont pas un once de graisse. Mais en fait, ils ne sont pas en santé. Ils sont au maximum du top des capacités humaines, un peu plus, puis ils meurent. Puis il y en a qui font des crises suicidaires là, aux Olympiques. Oui. Ils ne sont pas en santé. La performance, pourtant, ça peut avoir de l'air, la santé. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà des apparences. Oui, tout à fait. Puis cette série de vidéos,
touche ce genre de thème. Moi, ce que je souhaite, c'est démystifier la psychologie, vulgariser des thèmes qui peuvent paraître parfois appartenir au monde des universitaires ou des spécialistes. Et en vous le présentant comme ça de manière accessible, j'espère que vous allez pouvoir trouver de la valeur dans cette vidéo. Si vous voulez rejoindre François pour plus d'informations, je vous rappelle que toutes ces coordonnées seront en description de la présente vidéo. Également, les miennes, si vous voulez me rejoindre, seront également présentes. Vous pourrez également aller sur le site Internet de François. Il n'en a pas parlé, là, mais il y a une section où il y a des ateliers que vous pouvez acheter là, via PayPal pour pouvoir avoir un programme de formation. Très intéressant, ce programme. Donc, traditionnellement, lorsque je reçois des gens dans la conversation psy, je leur laisse le mot de la fin. Alors, invité, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben, je continuerai peut-être avec, si vous voulez maintenir et augmenter le désir que vous avez dans votre relation, puis le sentiment amoureux, l'ingrédient secret, là, c'est vraiment le respect de soi et le respect de l'autre. Puis, si tu n'es pas capable de te respecter toi-même, qui veut dire maintenir ton intégrité, être authentique, puis de respecter l'autre, il ne faut pas s'attendre à avoir une vie sexuelle très épanouissante ou une relation amoureuse très épanouissante. C'est super. Mais merci beaucoup pour cette recette de succès. Parfait, merci. Bonne soirée. Salut, Paul.